Peut-être pour me présenter, donc je suis Marilyn Gard, je suis professeure en didactique des mathématiques à la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne en Suisse. J'ai travaillé pendant plusieurs années au CRNL, donc avec Jérôme Prado, qui est un laboratoire en neurosciences. Et la particularité du coup de mon regard, c'est d'essayer d'articuler le regard didactique au sein des études en cognition numérique et de faire dialoguer un peu nos deux champs de recherche en didactique des maths et en cognition numérique. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Et puis les projets qu'on mène ensemble essayent vraiment à chaque fois d'avoir ces deux dimensions de la didactique et de la cognition numérique. Et donc, ce que je vais vous présenter là comme projet, c'est issu d'études qu'on mène donc avec Jérôme, avec Ludovic Arnold, qui est le directeur du projet mathématique d'Agir pour l'école, qui est une association dont j'en parlerai un petit peu plus après, et Marianne Cotin, qui est donc notre doctorante, à la fois donc, avec Agir pour l'école et le CRNL, puisque c'est une thèse CIFRE. Voilà. Je ne sais pas si ça fait 3 minutes, je peux y aller? Super. Alors, je vais vous présenter, donc dans ma présentation, je l'ai construite en 3 parties, quelques éléments de contexte, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites avant moi. Donc, je vais reprendre très rapidement. Et puis, je vais passer un petit peu plus de temps à vous expliquer comment on a conçu donc, l'application numérique dont il va être question dans le projet. Justement, puisque c'est dans la conception et dans l'évaluation de l'impact de l'utilisation de cette application en classe où on va croiser nos regards et où on essaye où j'essaye en tout cas d'importer le regard didactique dans des études expérimentales. Et puis cette partie-là va me permettre ensuite donc de décrire le projet, de vous présenter le projet qu'on a appelé HappyMath, qui est donc la poursuite des 2 études qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, pour ce qui concerne le contexte, comme je vous l'ai dit, Cléa notamment en a déjà pas mal parlé, un contexte où des difficultés en mathématiques des élèves sont mises en évidence par de nombreuses évaluations nationales et internationales, en particulier donc, pour la France. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Elles apparaissent très tôt, dès le début de l'école primaire. C'est aussi ce qu'elle a montré notamment au début du CP. On voit déjà ça... à l'issue de l'école maternelle. Et puis, elles sont aggravées par un milieu socio-économique défavorisé, ce qu'elle a aussi montré. Alors là, j'ai un autre graphique, mais qui sont issus aussi des données de l'ADEPE et des évaluations nationales qui mettent en évidence qu'il y a un écart dès le début de CP entre les écoles publiques hors éducation prioritaire et les écoles publiques qui sont dans le réseau d'éducation prioritaire. Et donc, cet ensemble de constats mène à un certain nombre de réactions. Alors, des réactions politiques avec de nombreuses réformes qui se succèdent, dont la dernière, le choc des savoirs. Et au sein de ces réformes, on essaye de mettre en place des dispositifs qui vont permettre de tenter de pouvoir rééquilibrer ces inégalités sociales. Alors, il y a le dispositif Evaled, je l'ai mis là parce que je vais en reparler plus tard. Donc, dans ce dispositif Evaled, il y a les évaluations nationales avec l'idée que ce soit un outil pour que les enseignants puissent adapter leur enseignement aux difficultés identifiées par les évaluations nationales. Il y a eu le dispositif plus de maître que de classe qui n'existe plus actuellement, mais qui avait aussi cette optique en fait, de travailler à la prévention des difficultés et puis qui était répartie sur l'ensemble de l'école. Et puis moi, j'ai mis les groupes de besoins qui ont été mis en place cette année en classe de 6e. Et puis il y a des réactions qui vont être scientifiques. Alors je les ai juste distinguées du point de vue structurel. On a notamment un réseau thématique autour des questions d'éducation qui a été créé par le CNRS il y a quelques années et qui regroupe un ensemble très varié de chercheurs qui, la question c'est de pouvoir croiser les regards des différentes disciplines. Donc il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des neuroscientifiques, il y a des didacticiens, des historiens, pour essayer d'attraper ces questions-là de manière plus large. Et puis, il y a aussi au CNRS, à la MITI, donc un axe sur les inégalités éducatives. Et puis, il y a de nombreuses recherches, on en a vu déjà ce matin, on en verra encore cet après-midi, et puis demain, qui s'intéressent notamment à essayer de mieux comprendre d'où proviennent ces difficultés, et puis aussi de pouvoir intervenir pour essayer de combler ces écarts et ces inégalités.
Et puis juste un tout petit mot, il y a aussi évidemment des réactions à l'interface entre les décisions politiques et scientifiques, et notamment en France, tous les plans d'investissement à venir qui ont été mis en place avec des gros pôles comme Pégase à l'Académie de Grenoble ou encore Empirique à Aix-Marseille. Bon, ça, c'était juste un petit peu pour planter le contexte. Et puis nous, notre réaction, petite réaction ou modeste réaction, c'est d'avoir travaillé donc, avec Agir pour l'école, qui est une association dont l'objectif est de lutter contre les inégalités scolaires. Et en particulier, il y a un axe où elle conçoit des outils pédagogiques basés sur la recherche à proposer aux enseignants pour donc, lutter contre ces inégalités, et notamment l'échec. Et avec cette association, on a donc conçu une application qui s'appelle Axemat. On l'a conçue, et je vais vous expliquer du coup, on va rentrer en détail sur cette conception, et puis on a évalué l'impact de l'utilisation de cette application en classe, en grande section de maternelle, et donc elle porte sur un domaine spécifique des mathématiques, qui est la construction du nombre à l'école maternelle, qui est un des domaines les plus importants, mais ça aussi on en a déjà parlé ce matin, pour la construction des connaissances mathématiques. Alors, juste avant de rentrer dans le détail de la conception, juste quelques éléments justement sur quels résultats de recherche sur lesquels on s'est basé pour la conception. Donc la première, et je vais faire un lien avec ce qu'a dit André tout à l'heure, c'est que nous, on va intervenir sur un domaine spécifique qui est le domaine des mathématiques, justement parce qu'il y a plusieurs études qui ont mis en évidence que le transfert des domaines généraux, donc par exemple sur l'inhibition, est assez difficile à obtenir, et donc les interventions sur un domaine spécifique vont être plus intéressantes et vont montrer plus d'impact sur les connaissances des élèves. Et puis, ce que j'ai mis en dessous, il va y avoir, donc, ce que je vais vous montrer après, une description fine des savoirs en jeu sur la construction du nombre par une analyse didactique qui va aussi permettre de construire la progressivité des apprentissages qui sera embarquée dans l'application. Ensuite, on s'est questionné sur le rôle des feedbacks qu'on va apporter, alors des retours et des régulations qu'on peut apporter sur les progrès de chaque élève. Mais ces retours-là, ils peuvent être une aide pour l'enseignant, pour justement réguler son enseignement en fonction de ce qu'il a comme données sur les progrès des élèves ou sur les connaissances qu'ils sont en train de construire. Mais c'est aussi important comme aide aux élèves pour se rendre compte de là où ils en sont dans leur progression d'apprentissage. Donc on a ces deux volets-là. Toujours du point de vue des feedbacks, c'est qu'on s'est appuyé sur la littérature qui met en évidence que l'outil numérique peut faciliter un feedback adapté donc pour l'élève, mais aussi un feedback intéressant pour l'enseignant pour pouvoir réguler son enseignement. Et puis enfin, il y a ce qui nous réunit aujourd'hui, mais la question de l'inclusion. Et du côté de l'enseignement, comment adapter son enseignement aux besoins situés de l'élève, donc vraiment dans une situation particulière, notamment en réfléchissant à la question de l'accessibilité. Alors là, j'ai mis le terme didactique, on peut avoir l'accessibilité de manière très large. L'accessibilité didactique, c'est comment en fait il va pouvoir avoir accès au savoir qui est embarqué dans la tâche mathématique. Donc parfois, on donne une accessibilité qui va être plus pédagogique, mais il ne va pas forcément réussir à rentrer dans la tâche et à rencontrer le savoir mathématique qui est dans la tâche qu'on va lui proposer. Donc voilà pour nos ingrédients. Alors, sur la conception de l'application, donc, ce qui est construit derrière, donc on a construit en fait un modèle de connaissance pour essayer de bien comprendre et caractériser les différentes composantes de ce que ce serait maîtriser la construction du nombre à l'école maternelle. Alors vous allez retrouver certains éléments qui ont déjà été évoqués avant moi. Donc notre modèle, il est multidimensionnel. On va pouvoir le lire, ça va être un tableau à double entrée, donc verticalement et horizontalement. Sur l'usage du nombre, il y a un usage cardinal, donc qui correspond à la mesure de la quantité, le nombre comme mesure de la quantité. Il y a un usage ordinal qui correspond au nombre comme une mesure de la position. Et puis, ce qu'on a appelé un usage décontextualisé, c'est-à-dire où il n'y a pas de lien avec une grandeur. Donc, ça va être surtout quand on va demander, par exemple, de comparer 4 et 3, et pas 4 bonbons et 3 bonbons. Alors, sur ce modèle-là, vous avez, par exemple, les tâches de dénombrement. On en a entendu parler. Combien il y a de jetons. Donc, je passe de la quantité au code, oral ou verbal. Non, pardon, c'est les deux. Oral ou écrit. Et puis, inversement, donne-moi 4 jetons.
Du côté de l'ordinal, je peux exactement faire la même chose, c'est-à-dire là sur le collier, je peux demander à quelle position est la perle bleue, en partant du petit nœud, on ne le voit pas, mais il y a un petit nœud à gauche. Mais je pourrais aussi demander de quelle couleur. Alors sur ce collier, c'est pas très intéressant parce que toutes les billes sont rouges, mais dans un collier avec plusieurs perles, de quelle couleur est la perle rouge, par exemple. Oui, mais oui. Alors oui. Je voulais faire une autre couleur, mais effectivement, ce serait comme ça. Et donc, cet ensemble de tâches, on les a appelées codées et décodées, puisqu'en fait, elles sont identiques de ce point de vue-là, mais elles se distinguent du point de vue de l'usage cardinal ou ordinal. On a fait la même chose quand on cherche à associer deux quantités. Par exemple, va chercher autant de voitures que de garages pour la quantité, ou aussi quand on va associer deux positions. Donc là, vous avez deux trains et on va demander à l'élève, il y a un lapin dans un train, dans le wagon d'un train, et on va lui demander de positionner son lapin dans son train vierge à la même position que sur l'autre train. Et puis, on va pouvoir passer le transcodage dont on a déjà parlé, de code verbal à code écrit ou inversement. C'est ce qu'on a appelé associer, quantité à quantité, position à position, code à code. Et puis, je ne vais pas tout détailler, on a fait exactement la même chose pour des tâches de comparaison, comparer des quantités, comparer des positions sur un jeu de plateau, par exemple, comparer des codes écrits ou verbaux, et anticiper. Donc, dans l'anticipation, c'est l'ensemble de la résolution de problèmes sur les quantités ou sur une action. Donc, par exemple, j'ai 3 billes, et puis si j'en ajoute 2, combien j'en ai ? Ou des problèmes de comparaison, comme Emmanuel a montré juste avant. Et puis, une position après une action, je suis sur la case 5, j'ai fait 2. Sur quelle case je vais arriver en lui demandant avant de déplacer son pion. Et puis des tâches de calcul, par exemple 4 plus 5, combien ça fait. On a ajouté également réciter et énumérer, on ne les a pas mis à l'intérieur parce que c'est préalable en fait à la construction du nombre, donc on les a mis au-dessus du modèle. Et puis, alors je ne vais pas vous demander de lire, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, si je regarde par exemple comparer, j'ai plusieurs manières de comparer des collections, ça va dépendre de certaines variables. Pour l'estimation, André l'a montré, quand j'ai une petite quantité et une grosse quantité, je vais pouvoir le faire par estimation. Par contre, quand j'ai des quantités qui vont commencer à être assez proches, je ne vais plus pouvoir le faire par estimation. Et donc là, je vais mettre en place une autre procédure qui peut être de la correspondance terme à terme si les deux collections sont relativement bien organisées puis côte à côte, ou alors des procédures qui remontent au dénombrement. Si j'ai des collections désorganisées et si en plus j'ai pas les deux collections l'une à côté de l'autre. Et puis les petits numéros que vous voyez à côté, c'est ce qu'on a construit comme progression des apprentissages. Et cette progression, elle se fait à la fois sur les grosses cellules et à la fois sur les procédures. Donc on va commencer par exemple par comparer par estimation, puis ensuite on va associer par subitizing des collections, etc., des quantités, etc. Alors, voilà à quoi ça ressemble le contenu de notre application. Là, vous avez quelques captures d'exercices. Il y a 31 exercices différents qui vont être proposés et qui vont évoluer sur 6 niveaux. Donc là, vous avez un peu un panel, mais je vais après rentrer dans les détails de la progression. Si je reprends le modèle, on touche presque tous les types de tâches qu'on a dans notre modèle. On n'a pas quelques tâches sur l'usage ordinal. Pour des raisons essentiellement techniques, c'est assez difficile en fait, de les implémenter d'un point de vue technique. Déjà, avec du matériel, ce n'est pas toujours simple en fait, de faire travailler explicitement cette question de la position. Et donc, du coup, voilà, on a encore quelques difficultés là-dessus, d'où la raison pour laquelle il y a 3 types de tâches qu'on n'a pas. Si je rentre dans les niveaux pour vous montrer un peu la question de la progression, donc le premier niveau s'intéresse à la notion de quantité et du nombre comme mesure d'une quantité sur des nombres de 1 à 3. Et donc, vous voyez, on va travailler l'usage cardinal dans quantité, quantité, dénombrement, constituer une collection d'un cardinal donné, comparer, l'usage ordinal également, et puis du transcodage entre 1 et 3, et puis comparer des nombres écrits avec des chiffres. Au niveau 2, on va ajouter des problèmes additifs. Et du coup, quand on ajoute un nouveau type de tâche, du coup, on reprend la quantité d'avant. Donc là, on ajoute des problèmes additifs sur l'ensemble des nombres de 1 à 3. Au niveau 3, on ajoute des problèmes soustractifs. En fait, à chaque fois, on reprend les types de tâches précédents et puis en fait, on fait augmenter.
Au niveau 4, on ajoute des problèmes de comparaison et du calcul. Alors le calcul, on l'a focalisé sur la décomposition. Donc par exemple, on leur demande de donner 2 cartes pour faire 5. Et puis on propose des cartes différentes. Au niveau 5, on ajoute des problèmes multiplicatifs et divisifs avec des quantités uniquement, hein, pas sans quantité. Et puis le niveau 6, c'est en fait un niveau 5 où on rebrasse l'ensemble des propositions. Donc il n'y a pas de nouveauté en fait au niveau 6. On va se calquer sur ce qui se passe au niveau 5. L'idée de voir mis des problèmes multiplicatifs et divisifs qui ne sont pas, comme je vous ai dit, c'était une application pour la grande section de maternelle, c'est pas dans les programmes de grande section de maternelle, mais l'idée c'était de pouvoir avoir une application qui n'était pas seulement pour des élèves en difficulté, mais qui pouvait permettre aussi d'être utilisée par des élèves qui vont plus loin, puisque notre cible dans nos études-là, c'était pour l'ensemble des élèves. Donc on voulait avoir un panel assez grand. Sur la question de la progressivité et des procédures, je vous ai mis un exemple ici juste sur comparer. Donc dans la première image, on va demander de cliquer sur la carte qui a le plus ou le moins de billes. Et donc ici, on a des écarts importants, donc on peut le faire par estimation. Ensuite, sur le deuxième, on peut le faire par correspondance terme à terme. Puis quand on va augmenter les quantités, on va moins pouvoir le faire par correspondance terme à terme, et donc on peut engager du dénombrement. Et puis ensuite, vous avez aussi la comparaison donc, de nombres en écriture chiffrée. Dans cette application, on a aussi donc un autre contenu, c'est le tableau de suivi des élèves pour les enseignants. Donc ça se présente comme ça, en fait c'est une application pour l'enseignant, elle n'est pas contenue dans l'application élève, mais elle est reliée, et vous avez donc tout en haut l'ensemble des exercices qui sont présents dans la tablette par niveau. Vous avez ensuite sur la gauche les élèves. Et puis, on peut suivre donc, leur progression en direct. Alors, à l'endroit, au plein milieu, là, vous voyez des petites flèches vertes. Ça veut dire que cet élève est en train de faire cet exercice. Et puis, on a mis un code couleur s'il y a une erreur ou moins, ou s'il y a 2 erreurs, ou s'il y a 3 erreurs ou plus. Donc, ça permet de suivre en direct, mais ça permet aussi de garder une mémoire de ce qu'ont fait les élèves. Sachant que quand c'est rouge, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'exercice lui sera reproposé à l'élève la fois suivante quand il va se connecter sur l'application. Donc il y a un processus itératif qui est embarqué. Voilà, alors quelques atouts selon nous évidemment de l'application, c'est qu'elle propose des contenus mathématiques qui va couvrir un ensemble de tâches sur la construction du nombre à l'école maternelle, pas complètement exhaustif mais pas loin. Une progression didactique spiralaire qui est embarquée dans l'application, et puis un engagement actif qui peut être favorisé par le média. On a des feedbacks tant du côté de l'élève, puisqu'en fait il a un retour sur le fait que ce soit correct ou non, ce qu'il a proposé, et puis une progression qui peut être individualisée, une identification des difficultés avec l'application pour l'enseignant. Et je le dirai après, mais on a mis en place tout un système de lien entre l'identification des difficultés dans la tablette et des activités de régulation en dehors que l'enseignant va faire et des situations qu'il a plutôt l'habitude de faire, qu'il connaît, qu'on a pris dans différents manuels scolaires. Et donc, en fait, on a fait un lien entre s'il échoue à cet exercice dans la tablette, alors pour la régulation ou la remédiation, on peut lui proposer telle situation bien connue, j'ai envie de dire, pour retravailler cette compétence-là. Et oui, c'est ce que je viens de dire, l'articulation pensée entre la tablette et des activités en dehors. Alors, pour l'évaluation, on a mis en place un processus d'évaluation sur 3 ans. La première, c'était une étude pilote, donc sur 11 classes. C'était un petit peu pour voir ce que ça allait donner, tant du côté de l'enseignement que du côté de l'apprentissage. En 2023, on a fait une première grande étude, une étude à grande échelle, sur 37 classes expérimentales et 31 classes témoins, pour essayer de mesurer l'impact de l'utilisation de l'application. Et l'année dernière, on a essayé de répliquer, mais surtout, ce qu'on voulait, c'était d'essayer d'identifier les facteurs qui contribuent à l'impact positif de l'intervention. Alors, je vous spoil, il y a un impact positif, je vais juste venir après. Mais c'était d'essayer de comprendre en fait quels ingrédients de notre dispositif peut contribuer à cet effet-là.
L'outil d'évaluation qu'on a utilisé comme test, c'est un outil qu'on a construit donc dans l'équipe, en lien là aussi avec notre modèle de connaissances. Et vous voyez qu'il permet de tester l'ensemble des types de tâches de notre modèle de connaissances, l'ensemble des connaissances, avec une répartition à peu près... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a essayé d'équilibrer les différentes composantes de notre modèle. Il se passe en individuel. Il dure environ entre 20 et 30 minutes par enfant. Alors, les résultats de notre étude 1, dont l'objectif c'était d'évaluer l'impact de l'utilisation de l'application par les élèves sur la construction du nombre. On a mis en place une méthode, quasi expérimentale, j'ai mis quasi entre parenthèses parce que on était dans 2 académies, à Lyon et à Lille. Dans une des académies, les groupes étaient randomisés et pas dans l'autre. On avait un groupe contrôle qui enseignait les mathématiques comme d'habitude. Et notre groupe expérimental, il remplaçait ces séances de mathématiques habituelles par un atelier avec l'application. Donc 30 minutes 3 fois par semaine et une dernière séance de 30 minutes avec une séance de régulation qui était sans la tablette, avec justement ce lien qu'on avait fait entre les activités de régulation et ce qu'on faisait dans la tablette. Donc nos hypothèses, c'était que les connaissances des élèves qui utilisent l'application allaient augmenter entre le début et la fin de l'intervention, et que par rapport au groupe contrôle, on aurait de meilleures connaissances sur le nombre. Alors, c'est effectivement ce qu'on a eu. Le groupe expérimental... Alors, évidemment, je dis évidemment, mais les 2 groupes ont progressé, heureusement, sur les mathématiques. Et là, je vous ai mis le score total sur l'ensemble. Je vous montrerai après un détail, mais sur la 2e étude par compétence. Et donc, on a un effet du groupe expérimental. Il a plus progressé que le groupe contrôle, et donc de manière statistiquement significative. Donc, c'est ce que vous voyez sur le schéma, c'est la pente rouge, en fait, du groupe expérimental qui est à gauche, qui est plus importante que la pente rouge du groupe contrôle qui est à droite. Dans notre 2e étude, on voulait donc identifier les facteurs qui contribuent à cet impact positif, puisqu'en fait, il y avait plein d'éléments, mais on avait formé les enseignants à l'utilisation de la tablette et du coup au modèle qu'il y a derrière. Donc forcément, il y a aussi des connaissances supplémentaires qu'ils avaient. Donc on a voulu essayer de regarder la question de la formation. Il y avait la séance de régulation, en fait. Est-ce qu'elle a un effet ou est-ce que finalement la tablette toute seule, elle pourrait avoir un impact? Et donc on a essayé de démêler un petit peu tout ça. Là aussi, donc, on a refait une étude expérimentale, cette fois randomisée dans nos 2... territoire, avec un groupe contrôle et 3 groupes expérimentaux, qui vont utiliser l'application. Donc le groupe 1, c'est le même groupe contrôle que dans la première étude, donc ils font leur séance de mathématiques habituelle. Le groupe 2 a eu une formation et il va faire que l'application tablette. Donc par rapport à l'étude 1, il n'y a pas la séance de régulation. Le groupe 3, c'est le même que dans l'étude 1. Donc, il y a 3 séances de tablette et puis une séance régulation. Et le groupe 4, c'est l'ensemble des enseignants qui avaient participé, pas l'ensemble, mais presque, des enseignants qui avaient participé à l'étude 1. On l'a appelé expertise, puisqu'on pouvait aussi regarder, en fait, en quoi l'expertise de l'enseignant pouvait avoir un rôle. Et cette fois, on a fait 8 semaines d'intervention. Donc, tout à l'heure, c'était 10. Dans l'étude 1, c'était 10. Et là, on a fait 8 semaines d'intervention. Les hypothèses, si on a un effet de l'intervention, alors le groupe 1 devrait avoir de moins bons résultats que les groupes 2, 3 et 4. Si c'est un effet de l'expertise des enseignants, alors le groupe 4 devrait avoir de meilleurs résultats que les groupes 1, 2, 3. Si c'est un effet de la régulation de l'enseignant, alors le groupe 3 devrait avoir un meilleur résultat que groupe 2, 1 et 2. Et si c'est l'effet de l'application seule, le groupe 2 devrait avoir de meilleurs résultats que le groupe 1. Alors là, je vous présente des résultats qui sont tout chauds. Donc les groupes expérimentaux ont plus progressé que le groupe contrôle de manière statistiquement significative. Ce que vous voyez sur le schéma, donc le groupe 1, il est en rouge, et les groupes expérimentaux sont en vert, bleu, violet. Donc le premier, c'est que tablette, le deuxième, c'est tablette et régulation, et le troisième, c'est l'expertise. Alors, et c'est centré sur la moyenne du groupe contrôle, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas progressé, c'est juste pour montrer l'écart. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 0. Et donc on a une différence significative des 3 groupes par rapport au groupe contrôle. Par contre, on n'a pas de différence entre les 3 groupes à cet endroit-là sur le score total.
Ces résultats, ils vont être modulés d'une part en fonction des connaissances, donc des types de tâches dont je vous ai parlé, et du niveau des élèves. Donc ici, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a aucune différence donc, entre les 4 groupes sur associés. Donc associer des quantités, on n'a pas de différence significative sur les 4 groupes. Par contre, quand on va d'anticiper, donc je vous rappelle, c'est la résolution de problèmes. Sur la résolution de problèmes, donc on a des problèmes de chaque type, transformation, partie-tout et comparaison. À ce moment-là, on a une différence significative entre nos 3 groupes expérimentaux et le groupe contrôle. Et puis quand on va un petit peu regarder aussi une interaction avec le niveau des élèves, on a un effet plus important des séances de régulation avec l'expertise, autrement dit notre groupe 4, pour les élèves en difficulté, a un meilleur impact que le groupe 1, qui est donc notre groupe contrôle. Voilà, alors pour conclure, on a donc une application qui va permettre aux élèves de développer leurs connaissances sur le nombre en grande section, ici de maternelle. Et puis, il y a l'importance du rôle de l'enseignant, tant du côté de son expertise que des régulations qu'il va apporter. Et ces régulations-là peuvent être favorisées par justement l'application, le tableau de suivi qui va un petit peu l'orienter dans l'identification de ces difficultés. Alors, j'en viens maintenant donc, au projet qu'on soumet aujourd'hui à partager avec vous. Donc, APIMAT pour une application numérique pour prévenir et identifier les difficultés des mathématiques des élèves au CP. Fort de nos résultats, on s'est dit qu'en fait, cette application, elle pouvait servir pour les enseignants à identifier les difficultés, mais pour les élèves, finalement, au début de CP, qui pourraient être en difficulté sur des connaissances de grande section, d'y remédier, mais du coup de prévenir l'écart qui va se creuser petit à petit à l'école primaire. Donc, on souhaite évaluer l'application en tant qu'outil d'identification et de prévention des difficultés au début du CP, avec plusieurs hypothèses. Donc, que l'application va permettre aux enseignants d'identifier plus finement les difficultés des élèves. Ça va être une aide à cette identification. Que l'application va permettre aux enseignants de proposer du coup un enseignement adapté aux besoins qui auront été identifiés des élèves. Et enfin, que par rapport, là aussi, on va regarder pas à un groupe contrôle, que le groupe expérimental aura de meilleures connaissances sur le nombre. Alors, la procédure qu'on propose, c'est de s'appuyer sur les évaluations nationales de début CP. Donc, elles vont être passées dans tous les cas. Et puis, à partir de ça, on va identifier les élèves très en difficulté sur la base de ces résultats. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier, mais au début de CP, il y a 7 exercices. Il y en a un qui est plutôt lié à la géométrie, mais donc les 6 autres, c'est sur les mathématiques. Et on se propose de regarder les élèves, d'identifier les élèves qui sont sous le seuil 1 à au moins un exercice. Donc, c'est les groupes qui sont identifiés à besoin. Et les élèves qui sont sous le seuil 2 sur 2 exercices en particulier, celui qui est appelé quantification et celui qui est appelé le placement d'un nombre sur une droite, puisque ce sont des connaissances qui devraient être maîtrisées en fin de grande section. Enfin, en tout cas, c'est les connaissances premières et qui ne font pas forcément appel uniquement à des écritures chiffrées. Donc, on aurait quelque chose comme une prévention sélective sur ces élèves-là. Alors, selon les résultats qu'on a regardés de l'ADEPE, ça représenterait environ 25% des élèves. Je crois que c'est aussi ce que montrait Cléa tout à l'heure. Et puis, au début aussi, on ferait donc une formation pour les enseignants sur notamment le contenu de la tablette. Ensuite, on proposerait sur l'identification de ces élèves une identification plus précise avec l'application et on leur ferait passer le niveau 3, puisque comme je vous ai montré tout à l'heure, mais je ne voulais pas montrer le graphique du haut, si je regarde les contenus des évaluations nationales par rapport à notre modèle, on voit en fait qu'elles touchent que 5 types de tâches. Donc ça donne un ordre d'idée, plutôt en termes d'identification large, mais si on veut aller de manière plus précise, l'application pourrait venir préciser ces éléments-là, vu qu'on touche un type de tâche plus important. Et puis ensuite, on se proposerait d'utiliser un dispositif qui existe dans les écoles, qui s'appelle les activités pédagogiques complémentaires, et qui ont pour objectif de renforcer les performances des élèves, les connaissances des élèves, surtout en mathématiques et en français.
Donc alors j'ai mis 30 minutes, il y a 1 heure pour l'enseignant, mais en général c'est environ 30 minutes à 45 minutes par semaine. Et donc l'idée ce serait d'avoir, donc sur ces temps d'activité pédagogique complémentaire, le petit groupe d'élèves identifiés qui travaillerait sur les mathématiques pendant 6 à 7 semaines, une fois par semaine. Et donc dans le groupe 1, on aurait des APC classiques en mathématiques, on va dire, et dans le groupe 2, ils utiliseraient l'application avec l'aspect régulation de l'enseignant. On tape sur 80 enseignants de CP en REP et REP+, ce qui ferait à peu près, ce qui ferait 40 par groupe. Et enfin, on aurait une mesure post-test de 5 minutes, parce que je viens de voir l'affichage 5 minutes, du mois de janvier, des évaluations nationales de mi-CP. Donc en fait, les évaluations nationales de début CP et mi-CP nous feraient un pré-post-test. Et puis, on pourrait envisager une mesure différée en CE1, là aussi avec les évaluations nationales. Alors, derrière, toujours pour essayer de croiser les regards didactiques et cognitifs, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'avoir une étude qualitative et quantitative. Dans l'étude qualitative, plus sur l'aspect identification, ce serait d'essayer de comprendre comment les enseignants prennent des décisions à partir des données de la tablette qu'ils ont sur leur tableau de suivi des élèves. Donc on aimerait proposer un journal de bord aux enseignants dans les 2 groupes, l'un pour qu'ils nous documentent comment ils prennent des décisions à partir de ce qu'ils voient dans la tablette, et dans l'autre groupe, comment ils vont prendre des décisions à partir d'un autre moyen d'identification, que ce soit à partir des évaluations nationales ou un autre dispositif qu'ils mettent en place. Et un entretien d'explicitation à la fin de l'expérimentation pour augmenter ces données-là. Donc là, on le ferait comme c'est assez coûteux, on le ferait sur une sous-population, donc 10 enseignants du groupe 1 et 10 enseignants du groupe 2. Et dans l'étude quantitative, on referait l'étude expérimentale, donc avec 80 enseignants, pour regarder donc les progressions au pré-test, post-test et éventuellement post-test différents en CE1. Et ce qu'on aimerait faire, alors ce qu'on a commencé à faire dans les études précédentes, mais on est encore en train de le regarder, de confronter ces résultats avec les données de l'application. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que quand ils augmentent, je ne sais pas, sur la résolution de problèmes, est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait plus d'exercices sur la résolution de problèmes dans la tablette que ceux qui ne progressent pas là-dessus? Parce que ça, on a les données avec la tablette. Et donc d'essayer de voir s'il y a des liens entre ce qui est fait dans la tablette, ce qui est d'ailleurs réussi dans la tablette ou ce qui a posé difficulté dans l'application, et le confronter aux résultats qu'on a sur donc notre test ou sur les évaluations nationales. Voilà, donc ce qu'on attend, sur les résultats qu'on a déjà, c'est que les élèves qui étaient sous le seuil 1 ou sous le seuil 2 ne le soient plus à la mi-CP, et que les enseignants parviennent à identifier, à partir de l'application dans la tablette, plus finement les difficultés, donc du coup à prendre des décisions qui vont leur permettre d'adapter leur enseignement aux difficultés, j'allais dire, réelles des élèves. Alors, très rapidement, quelques freins sur la notion de l'utilité, de l'utilisabilité, de l'acceptabilité de l'outil par les enseignants et par les élèves, puisqu'il faut qu'il soit accepté, il faut qu'il soit facile d'accès, facile à utiliser, et puis qu'il fasse bien ce qu'on lui demande. Alors, j'en ai pas parlé, mais on a fait un certain nombre d'entretiens avec les enseignants des autres groupes, des autres études, de nos études précédentes, qui montrent, c'est très exploratoire, mais en tout cas, on a des retours plutôt positifs sur ces éléments-là, même si on n'a pas fait une étude spécifique là-dessus. Évidemment, il y a la question des équipements numériques des établissements, qui, là, ça demande d'avoir une tablette par élève sur les groupes qu'on va regarder. Donc, nous, sur les groupes qu'on regardera, ce sera des petits groupes sur les activités pédagogiques complémentaires. Donc, on pourrait s'appuyer sur les territoires numériques éducatifs. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns dans la région. Et puis, Agir pour l'école prête également les tablettes avec l'application pour pouvoir le mettre en place. Et puis, les bugs techniques et les problèmes qu'on a pu rencontrer, on avait une assistance aussi faite par Agir pour l'école pour pouvoir intervenir et que ce ne soit pas un frein à l'utilisation de la tablette par les enseignants. Sur les questions de transférabilité et de valorisation, on s'inscrit déjà tout ce qu'on a fait était dans un milieu écologique. On s'inscrit déjà encore dans un milieu écologique au sein des APC, dans un dispositif qui existe déjà, ce qui pourrait favoriser la transférabilité après, si on veut penser à mettre en place sur un plus grand nombre d'écoles.
Les formations qu'on a données, on est en train de réfléchir justement à les proposer sous forme de capsules avec des échanges si besoin en cas de questions en visio. On a déjà rédigé des guides pour aider à la mise en place de l'utilisation de l'application. Et l'application sera à environ 50 € pour une année pour une classe. Du côté de la valorisation, là, je l'ai montré dans le cadre, ça pourrait permettre en fait de renforcer le dispositif institutionnel Evaled qui existe déjà. C'est au sein de la classe, mais évidemment, finalement, cette application pourrait être utilisée aussi par des enseignants spécialisés ou par des orthophonistes, et éventuellement, on en a parlé aussi, dans les familles ou des associations qui s'intéressent à ce qui se passe pendant les interruptions, pendant les vacances scolaires, dont d'ailleurs Agir pour l'école s'intéresse également. Voilà, et ma dernière diapo, alors du coup je suis la seule à faire ça, mais je le fais quand même, sur le pilotage du projet, on serait du côté Agir pour l'école et donc du côté de la recherche. On a essayé d'évaluer un petit peu combien ça pourrait coûter. Donc il nous faut des tablettes, donc Agir pour l'école pourrait prêter ces tablettes avec l'application. Et pourrait aussi fournir une personne qui s'occuperait de la gestion du projet. Du côté de la recherche, on pourrait mettre nous aussi du temps de recherche pour la gestion du projet et l'analyse de données, évidemment. Et puis on proposerait d'avoir un étudiant en master pour surtout s'occuper de l'étude qualitative, qui est un petit peu plus demandeuse pour le recueil de données et l'analyse de données. Et puis enfin, ce dont on aurait besoin, c'est un peu de matériel lié aux tablettes sur les assurances, le transport, la configuration. Et puis la question d'identifier les écoles partenaires, de présenter les projets, les coordinations avec l'inspection académique pourrait nous aider. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Line. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je crois qu'elle a répondu à toutes les questions que Valérie avait ciblées. Donc, bravo. Et du coup, il nous reste pratiquement 9 minutes pour les questions. Donc, c'est un bon timing. Merci Marie-Line. Par rapport à votre étude 1 ou 2, je ne sais plus exactement, quand vous comparez le ou les groupes tablettes versus le groupe business as usual, est-ce que vous avez regardé si le business as usual il travaillait finalement les mêmes compétences ou c'était à côté de la craque? Alors, on a essayé de faire, on avait des questionnaires, donc on avait déjà un questionnaire sur le temps. Donc, dans l'étude 1, il passait plus de temps, enfin, il déclarait passer plus de temps que les autres groupes, avec l'écueil qu'en fait c'est très difficile de recueillir ces informations, donc on avait un peu moins de réponses dans le groupe contrôle que dans les autres, donc ça à prendre vraiment avec des pincettes. Et on a posé des questions sur ce qu'ils faisaient en fait sur les mathématiques, mais là encore en fait ce qui est difficile c'est qu'on n'a pas on n'a pas de réponse équilibrée sur l'ensemble des groupes, donc c'est très difficile à utiliser ces données. Donc là, le risque dans le projet que j'ai présenté, c'est aussi ça par rapport au journal de bord, c'est comment on arrive à mobiliser l'ensemble des enseignants qui soient dans n'importe quel groupe jusqu'au bout pour qu'on puisse documenter ces contenus-là qui sont hyper intéressants pour savoir si on compare bien la même chose ou si en fait on est en train de comparer des contenus mathématiques très différents qui pourraient expliquer cette différence-là. Donc c'est des mesures qu'on a envie de prendre et que franchement on essaye de plusieurs manières. C'est pas la première fois qu'on fait ce type d'études et à chaque fois on essaye des choses différentes et on n'a pas encore vraiment trouvé le bon moyen pour pouvoir le faire. Ok, merci. Bon, j'ai peut-être une question un peu complémentaire. Je trouvais ça intéressant la diapo tout à l'heure où vous montriez que finalement les évaluations nationales ne couvrent pas tout l'éventail d'activités que vous avez dans votre application.
Et je me demandais, comme vous avez fait des analyses activité par activité pour regarder sur quelle activité il y a eu des progrès, sur lesquels il y en a eu un peu moins, etc. Est-ce que vous aviez suffisamment de données pour regarder en termes de performance sur l'application s'il y a une factorisation possible en gros de vos activités dans l'application, c'est-à-dire des activités qui auraient des performances très similaires, qui sont peut-être un peu plus redondantes que d'autres? Est-ce qu'il y a des clusters qui apparaissent d'activités qui marcheraient ensemble? C'est aussi des questions qu'on se pose beaucoup, justement, en fait, à quel niveau de granularité on va regarder les résultats. Donc, on est en train de regarder un petit peu tout ça, selon, justement, par rapport à notre modèle, si on va très fin dans les types de tâches, si on regarde du côté un facteur qui pourrait être sur notre ligne horizontale ou verticale. Là, en fait, je ne l'ai pas dit, mais dans l'étude 1, les résultats, on avait regardé par... usage ordinal, cardinal, décontextualisé. Et donc là, on avait un effet sur l'aspect décontextualisé et pas sur les deux autres. Donc on teste plusieurs éléments pour essayer de voir où est-ce qu'on a, comment on peut expliquer au mieux en fait ces différences. Moi, j'ai peut-être une question du coup. Qui choisit quelles activités, comment c'est construit? Est-ce que quand ils se connectent en fonction est-ce que c'est varié? Est-ce que c'est l'enseignant qui choisit ce qu'ils vont aller faire? Comment c'est? Alors, dans les deux études qu'on a faites, comme la progression, elle est, j'allais dire linéaire, non, parce que de temps en temps, il fait quand même des allers-retours, des retours en arrière, on va dire. Mais en fait, il se connecte à l'application et il rentre dans le parcours, l'élève, et donc il avance dans le parcours. Donc c'est là où on peut avoir, j'avais mis à un moment donné, progression individualisée. En fait, tout le monde fait le même parcours, mais il peut ne pas en être au même moment, en même temps, et au même endroit. Mais par contre, il n'y a pas de choix fait par l'enseignant dans le parcours de chaque enfant. D'où l'idée de mettre les activités de régulation en fait à côté, c'est-à-dire que si je repère une difficulté sur tel exercice dans la tablette, alors je peux aller proposer des activités en dehors qui vont cibler spécifiquement, par exemple, le dénombrement, si c'est le dénombrement qui pose problème. Merci beaucoup. Merci à vous.